Bonjour à vous tous et merci de nous réaccueillir et nous permettre de présenter, représenter le Centre national de ressources psychologiques de Brentim. Alors, pardon, juste... Non, ça va, je le passe. Donc juste un petit rappel du contexte. On a mis en place donc ce centre ressources en juin 2021, donc ça l'a fait un petit peu plus d'un an maintenant, avec pour objectif la prise en compte et la reconnaissance de l'importance de la dimension psychique dans les maladies rares du système nerveux central. Voilà, l'idée était de faciliter l'accès des patients et de leur entourage à une aide psychologique adaptée aux problématiques spécifiques des maladies rares du système nerveux central. Voilà, très brièvement. Donc nous sommes deux. Maintenant, la plupart d'entre vous nous connaissez. Donc Claire-Cécile Michon, ici présente, et moi-même, Anne-Laure Ramelli. Nous intervenons essentiellement en distanciel. Et pour nous joindre, nous avons un mail psychologue@brentim.fr que vous pouvez trouver également sur le site de Brentim. Claire, si tu veux modifier. Non. Nos petites actualités. Alors. Donc pour vous, membres d'association, on vous offre un espace d'écoute individualisé, c'est-à-dire vous envoyez un petit mail et on vous propose des créneaux de rendez-vous pour un échange téléphonique ou par visio. Si vous êtes en difficulté face à une situation d'accompagnement, par exemple, on peut vous aider à y voir plus clair, ou si vous avez besoin d'une aide à l'orientation pour une famille ou une personne qui vous aurait contacté. Vous pouvez aussi, bien évidemment, transmettre nos coordonnées à vos familles et aux personnes qui vous contactent. Nous avons aussi mis en place un espace d'échange collectif, donc un groupe de régulation pour les personnes surtout qui ont un rôle d'écoutant dans les associations. Juste pour rappel, un groupe de régulation est un espace pour élaborer autour des pratiques et pour partager des situations qui peuvent vous mettre en difficulté. L'objectif, c'est de réguler l'impact émotionnel de sa pratique, de bénévole ou d'écoutant, sur soi. On sait que c'est jamais anodin d'être à l'écoute de l'autre. Donc voilà, c'est un espace pour évoquer tout ça ensemble. À ce jour, 3 groupes ont déjà eu lieu. Leur fonctionnement, c'est 2 heures en distanciel. Le mardi soir, généralement le mardi soir, de 18h à 20h, et tous les 2 à 3 mois. Aujourd'hui, on a déjà quand même pas mal d'associations représentées, la FAF, Aramise, la SGT, ASL, AHP, il faut prendre sa respiration pour celui-ci, ATMM et PSP France. Voilà, vous êtes tous les bienvenus, pardon. Tu dis ? Là, juste quelques petits témoignages qui nous ont été faits pour cette journée, pour que vous sachiez un petit peu ce que ça apporte à ceux qui y participent. Donc, je suis ravie de ce groupe de régulation. Il a une grande utilité pour nous, associations. Le contenu est très riche, à la fois riche de connaissances, mais humainement parlant également. Nous pouvons parfois nous sentir seuls dans nos accompagnements et n'avons pas forcément de feedback sur ce que l'on apporte aux personnes. C'est ce que ce groupe nous permet de faire. Il nous met en confiance et nous partageons nos expériences. C'est encore vous qui en parlez le mieux, hein, donc on vous transmet. J'aime beaucoup ce temps de partage entre associations et il me semble important d'échanger nos craintes, nos réussites, nos souhaits, qui semblent très communs à tous, même s'il y a parfois de grandes disparités. Ah, ça a débordé des bulles. Ces temps d'échange sont précieux entre des personnes qui, bien que directement touchées par la maladie, prennent des responsabilités et donnent et se donnent. Ce groupe permet de reprendre souffle et de renouveler l'énergie dans l'échange. Donc, au-delà de la stricte régulation entre personnes assurant de l'écoute, parce que plusieurs d'entre nous ont des responsabilités plus larges au sein de leur association, nous partageons des préoccupations, des pistes de solutions et nous connaissant de mieux en mieux, les contacts interpersonnels se développent dans l'intervalle de nos rencontres. Ça, on en est ravis. Nous avons besoin de poser un certain nombre d'affects, d'inquiétudes, d'interrogations que nous sommes souvent seuls à porter.
les autres s'appuyant sur nous. Quel soulagement de constater que ce qu'on évoque est vécu également par d'autres. Quel apaisement d'être déculpabilisé, de n'être pas des surfemmes. Oui, il y a essentiellement des femmes dans notre groupe. Les hommes sont les bienvenus. Voilà. Et on a eu un autre témoignage qui nous est arrivé un peu tard, donc on vous le partage quand même parce qu'il est important. Donc quelqu'un qui nous partage que c'est un espace important qui lui permet d'échanger, donc qui me permet d'échanger et de prendre du recul sur des questions qui nous concernent toutes, dans la relation aux malades et aux familles et dans la conduite de nos associations. Être entre associations concernées par des maladies très différentes apporte vraiment un plus, permettant de changer d'angle de vue, de replacer notre contexte particulier dans un espace plus large. Au sein du CA, nous pouvons avoir des visions différentes et les échanges au sein du groupe de régulation me soutiennent. Ils me permettent d'être en proposition pour avancer, développer notre action, même s'il s'agit d'une maladie rare et que nous avons peu de moyens. Elles me permettent d'impulser en essayant de favoriser une prise de relais et un travail d'équipe et de ne pas aller au clash tout en étant ferme sur mes positions. C'est un espace vraiment de dialogue. Voilà, donc les thèmes proposés pour les réunions. Alors oui, on a des temps d'échange où chacun apporte une situation et on peut travailler sur une situation apportée. Et on a des thématiques aussi par thématique, quand des thématiques émergent. Par exemple, on a fait sur les réseaux sociaux la dernière fois. Donc les thèmes proposés pour les réunions du groupe de régulation, donc par exemple les réseaux sociaux, permettent de réfléchir en amont et puis au sein de l'association. Ça redescend ensuite, ça donne un espace aussi pour penser. Voilà. Voilà pour les groupes de régulation. On propose également de contribuer à intervenir dans les AG ou les journées des associations. On peut animer des ateliers, des groupes, faire des exposés. Donc on a 2 interventions qui sont prévues. Voilà. Et nous pouvons aussi animer des formations à la demande sur des thématiques en lien avec, évidemment, l'aspect psy. Donc ça peut être sur l'écoute, l'impact psychologique, l'accompagnement de la fin de vie, du deuil et les spécificités du profil cognitif et psychologique des maladies qui sont impactées. Voilà. Pour les familles, nous proposons aussi un espace d'écoute individualisé pour si un membre d'une famille est en souffrance, en difficulté, il peut nous contacter et nous n'assurons pas de suivi, mais nous pouvons contribuer à débloquer une situation vécue. Voilà. Et à ce jour, on a donc une 40aine de familles qui nous ont déjà sollicité dans pas mal de maladies différentes de la filière. Pardon. Et comme pour les associations, nous proposons également pour les familles un espace d'échange collectif, c'est-à-dire un groupe de parole pour les proches aidants, qui fonctionne comme pour le groupe de régulation en visio, avec une réunion tous les 2 à 3 mois, avec une participation en fonction des disponibilités de chacun, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle un groupe semi-ouvert ou semi-fermé, c'est-à-dire qu'on propose aux participants qu'on a d'abord rencontrés individuellement de venir s'ils sont disponibles pour cet échange. Et à ce jour, donc 4 groupes de parole ont déjà eu lieu. Voilà, pareil, quelques témoignages des proches aidants de ces groupes. Donc ces groupes nous apportent un moment de partage et d'échange sur nos difficultés. Ces moments sont précieux, chacun peut s'exprimer librement sans jugement et culpabilité autour de ce qui est dit et de nos ressentis. L'aidant est soumis à une telle charge mentale que s'exprimer avec son entourage est parfois difficile. On a le sentiment de ne pas être entendu ou compris. Depuis que j'ai intégré ce groupe, j'ai pu mettre en place certaines choses, surtout me confier sur mon état mental, ce qui est exactement en fait notre objectif dans ce groupe. Voilà. D'autres témoignages. Il est important, car même si les aidants partagent leurs souffrances à travers leurs expériences, ça c'est pour dire que c'est aussi des moments qui peuvent être émouvants et parfois un peu difficiles. Cela nous permet aussi d'évacuer un peu de notre charge mentale et les échanges y sont constructifs. Voilà, ce temps de nos paroles nous permet d'échanger sur ce qui est mis en place chez les uns et les autres et peut aussi s'appliquer chez soi pour nous faciliter un peu la vie. C'est l'idée aussi de partager des trucs et astuces sur le quotidien. Voilà, et ces réunions sont une petite bulle de bienveillance et d'empathie.
Voilà. Et donc, sur le plan formation, il y a actuellement déjà au sein du projet aidant, enfin de tout le format aidant, il y a 2 modules dans lesquels on intervient. Le module psychologique qui a pour objectif, donc c'est pour les proches aidants, qui a pour objectif de désamorcer le risque d'épuisement de l'aidant, identifier ses limites, trouver un équilibre entre donner et recevoir et ouvrir des perspectives. Les thèmes abordés, qu'est-ce qu'être aidant ? Les formes de soutien, données et reçues, la relation d'aidance, repenser les relations au sein du foyer, prendre soin de soi. Et le deuxième module. Voilà, donc ces 2 modules ayant été présentés tout à l'heure dans la présentation. Donc le deuxième module qui n'a pas encore eu lieu, qui n'a pas fait partie du module test déjà effectué en juin, donc dont la première session va avoir lieu là en décembre. Donc penser la fin, remettre du lien, dont les objectifs c'est de donner des clés, des repères, de prendre soin des liens et d'accompagner dans la douceur les discussions autour de sujets douloureux, voire parfois tabous, et de rompre le sentiment de solitude. Donc on va aborder les différents renoncements qui ont lieu à partir du moment où la maladie arrive dans une famille et en particulier sur le temps de la fin de vie, d'anticiper et penser la fin, de penser et de réfléchir autour des directives anticipées. Et pour ça, donc on a aussi demandé la contribution de témoignages que nous allons partager lors de ce module. Nous remercions les différentes personnes qui ont contribué, dont certains sont là. Voilà pour notre présentation de nos interventions. Voilà, une petite question. J'ai encore, entre guillemets, plusieurs questions, mais la première, c'est une question commune à plusieurs. Il me semble qu'au début, vous n'interveniez pas directement au niveau des adhérents, des gens qui demandent à parler à des psychologues. Et là, j'ai l'impression que vous dites que vous êtes en contact avec une 40aine de familles. C'est un contact direct ? Oui, c'est un contact direct. Il y a un écho. Oui, c'est un contact direct. Après, ce n'est pas un suivi sur du long cours, mais on peut faire le point, bien évidemment, avec certains de vos adhérents s'ils le souhaitent. Parfois, même 2-3 échanges avec nous peuvent suffire à faire un peu baisser les choses. Et dans ce cas-là, c'est tant mieux, on le fait. Et s'il y a nécessité d'un suivi, on peut aider. On aide à l'orientation près de chez eux. Et c'est pour ça, en fait, nous sommes déjà intervenus à la fois auprès de patients, de proches. Voilà. Ça correspond au relais qu'on met en place. Vous nous adressez effectivement de l'information et nous, on la retransmet. Soit les adhérents l'utilisent eux-mêmes, soit ils reviennent vers nous et à partir de là, ils reviennent vers vous après sans qu'on le sache, nous. Ah, voilà. C'est pas grave, ça, c'est pas un souci, vous voyez, mais ça correspond, c'est effectivement tout ce qu'on retransmet à nos adhérents sur les possibilités d'utiliser vos services. Très souvent, c'est par vos sites ou par vous-même. Oui, ils nous disent, très souvent, c'est par les associations qu'ils arrivent jusqu'à nous. Je pense que la majorité arrive par les associations. Certains arrivent par le site des associations, d'autres nous sont renvoyés directement par les bénévoles chargés de l'écoute des associations ou ceux qui s'occupent des sites, en fait. Et donc, quand on sait quel est l'adresseur, on renvoie systématiquement un mail pour dire qu'on a bien reçu la demande et qu'on va prendre en charge, qu'on va recontacter les personnes. Quand l'adresseur nous contacte, quand l'association, un membre de l'association nous dit « Voilà, j'ai rencontré une famille, madame Intel, voici ses coordonnées, on aimerait », on prend toujours le temps de répondre en disant « Ça y est, nous avons pris contact » ou « Nous allons la contacter » ou voilà. Donc oui, c'est pas... Juste une question de détail. Donc, c'est vous qui recontactez les familles. Ce n'est pas les familles à qui on dit, voilà, ils existent, vous pouvez les contacter. Et les deux sont possibles. Non, mais c'est bien, parce que souvent, en psy, on dit, non, mais c'est eux, leur volonté, tout ça. Mais je trouve ça bien. Ce n'est pas toujours facile. Pour beaucoup, la démarche peut être difficile à faire. Voilà. Et du coup, notre objectif, c'est d'être facilitateur. Donc, en fonction de ce qui vous paraît pertinent, vous pouvez nous demander soit de recontacter les personnes, soit
Mais encore une fois... Alors, si je peux encore... on envisage donc à la FAF, et on n'en a pas encore parlé avec ASL et CSC, mais à mon avis, on va faire des choses ensemble, de refaire des groupes de parole. Et donc, si on fait des groupes de parole, on a bien compris que c'était en visio. Si on a affaire à vous, est-ce qu'il y a des financements? Comment ça se... Parce que si, par exemple, aussi, on vous demande de venir à notre rencontre annuelle, ce que vous proposez, pour animer des groupes, et comment se passe vous demandez un tarif ou je ne sais pas quoi. Enfin, ça se passe comment? Non, pas du tout. En fait, le centre de ressources psychologiques Brain Team, il est, on va dire, financé par Brain Team et il est mis à disposition des centres de référence et des associations. Donc tout ce qu'elle vous propose, ça fait partie du cadrage de leur nombre d'heures, on va dire, qu'elle dédie à l'activité de la filière. Donc non, bien sûr, on ne vous demandera aucun soutien financier. Dernière question, je rebondis sur un des sujets qui nous a le plus... qui est revenu le plus souvent cette dernière année. On a eu 7 décès entre 20 et 26 ans. Et on a aussi des gens plus âgés qui sont décédés. Mais je reviens à la fin de vie, votre proposition à la fin. Est-ce que je peux orienter certaines familles vers votre... C'est quoi un diplôme? C'est pas un diplôme, des groupes sur la fin de vie, ou est-ce que c'est trop tard pour là maintenant? Non, c'est absolument pas trop tard. Ça, c'est le module, donc c'est le programme aidant. Et effectivement, c'est quand je parlais des ajustements au fil de l'eau, ce module qui est consacré, on va dire, à la fin de vie, a été mis en place assez rapidement par Claire-Cécile et Anne-Laure pour justement répondre à ce besoin. Et vu qu'il aura lieu en courant décembre, je crois, il est tout à fait encore possible de s'inscrire. Alors, je crois qu'il est plein. Il est plein. Je crois qu'il est plein. Alors, éventuellement, vous pouvez quand même essayer de vous inscrire. Et éventuellement, on peut le dédoubler s'il y a suffisamment à voir s'il y a du temps, parce que je crois que les agendas sont très pleins. Demandez aux gens de vous inscrire et nous on regardera combien ça fait de personnes et à la limite on peut refaire une session même à distance. Mais à pas de manière, nous ça fait partie des, justement quand on parlait des ajustements, des thématiques que Claire-Cécile et Anne-Laure pouvaient mettre en place, toute cette question de penser la fin, remettre du lien, on en a pu le mettre assez rapidement dans le cadre du programme aidant parce que elles sont très réactives et on travaille très bien ensemble. On compte aussi faire des petits webinaires comme ça à distance sur vraiment la question des directives anticipées, donc un webinaire vraiment dédié à ça avec Anne-Claire Dorsemant qui est vraiment spécialiste du sujet. Aussi d'autres questions qui tournent autour en fait, de ces questions d'accompagnement de la fin de vie. Donc ça, on est en train de réfléchir à comment on peut proposer une série comme ça de rencontres à distance. J'aime pas trop dire webinaire, mais n'hésitez pas si vous avez des intérêts, des personnes intéressées dans vos assos pour ce module-là. Demandez-leur de s'inscrire, comme ça nous on a cette vision globale et on peut tout de suite réagir avec Anne-Claire et Anne-Laure et Claire-Cécile. Il fallait bien que ça arrive, pour savoir si on refait une session en plus. Pour les groupes de parole, si on a des idées thématiques, on voudrait refaire sur la culpabilité, etc., on s'adresse à vous. Ouais. Ok. Enfin, en plus de nos 2 psychologues, puisqu'on a cette chance. Mais nos 2 collègues, en fait, elles interagissent aussi beaucoup avec toutes les psychologues des centres de référence de la filière pour aussi... alors là, c'est vrai que ça a été beaucoup plus vite d'enclencher des actions avec les associations de patients qu'avec les psychologues des centres, mais ça fait partie aussi de leur mission de pouvoir mettre en place des... Oui, là, on a vraiment ciblé, avec le peu de temps qu'on avait, sur les actions qui sont vraiment orientées pour vous. Mais oui, on a aussi des actions vers les réseaux. Et donc les psychologues, ça se met un peu plus longuement en place parce que le temps n'est pas le même, la temporalité n'est pas la même, mais on est aussi très en lien avec les psychologues des centres de référence. Et demain, ils organisent une grande rencontre avec toutes les psychologues hospitaliers au campus Picpus à la PHP, où elles rassemblent en fait tous les psychologues hospitaliers aussi pour toutes ces questions-là. Donc elles ont vraiment des multiples et libéraux. Donc c'est vraiment, elles essayent de toucher tous les publics divers et variés. Bonjour, Christine Morara. Moi, je suis kinésithérapeute au centre de référence AMS à Toulouse. J'avais une question concernant la formation des psychologues qui sont à l'écoute des éventuelles familles ou des éventuels patients qui vous appelleraient. Est-ce que vous pensez qu'il est utile ou est-ce que vous l'êtes déjà formé sur la pathologie pour laquelle vous intervenez ? Alors, je te laisserai répondre si tu veux. Juste dire qu'on a en projet... de mettre en place des réunions régulières pour les psychologues, même en libéral, c'est encore quelque chose qui doit mûrir,
mais qui accompagnerait même en libéral pour qu'il y ait des temps de rencontre et d'échange et d'intervision. On appelle ça l'intervision. En théorie, un psychologue, il est quand même capable d'accompagner. Maintenant, dans les temps d'intervision, on pourra donner de l'information sur les pathologies, mais c'est surtout un temps où on peut échanger sur les difficultés qu'on peut rencontrer dans un accompagnement. Et on aimerait mettre ça en place à destination des psychologues hospitaliers, mais également libéraux, si c'est des personnes qui font ou associatifs ou autres structures médico-sociales d'ailleurs. Mais voilà, pour les psychologues qui sont auprès des familles et des malades, qui a un espace d'intervision. Après, les psychologues vers lesquels on peut être amené d'orienter les patients sont des psychologues qui sont au moins sensibilisés aux pathologies chroniques, pas nécessairement, évidemment, à l'ensemble des maladies rares, puisque par essence même, elles sont rares. Mais nous, à ce moment-là, notre rôle est de pouvoir leur apporter, d'être en support et de pouvoir leur apporter au moment de l'orientation les éléments importants qui peuvent faire la différence au niveau des suivis. Et elles peuvent revenir vers nous pour toute question qui peuvent... Vous pouvez donner nos coordonnées aussi. Si une psychologue s'interroge, est un peu perdue parce qu'elle ne connaît pas bien, etc., vous pouvez donner nos coordonnées. On est aussi en support pour les professionnels. Oui, s'il vous plaît. Oui, moi, je voulais juste vous demander, il y a des moments où j'ai des difficultés à répondre à des familles, c'est au moment de la découverte du diagnostic. Le diagnostic est découvert dans une famille, et souvent, et quand c'est autour d'un enfant ou d'un adolescent, les parents, bon, je comprends leur panique ou leur difficulté. Est-ce que c'est pertinent de les envoyer vers vous, ces parents, pour essayer de les rassurer un peu, ou je ne sais pas quoi? Mais moi, j'ai du mal, je ne suis pas psychologue, bien entendu, j'ai du mal à ce moment-là à trouver les mots nécessaires pour que ces parents retrouvent un peu une certaine sérénité, quoi. Alors, il y a deux axes possibles. On peut aussi réfléchir avec vous sur la récurrence de cette question, si c'est une question qui intervient régulièrement, pour vous donner des clés aussi. D'autre part, oui, vous pouvez nous les adresser. C'est typiquement un entretien, par exemple, de reprise d'annonce. C'est quelque chose qui peut déjà aider à poser des jalons, à ouvrir des champs, à retrouver des repères. Et c'est clairement ce qu'on peut faire sur une durée brève sans que ce soit ensuite impliquant pour une prise en charge ultérieure. Peut-être juste dire un mot, c'est quand même aussi un peu ce que propose Brain Team, un principe de subsidiarité. Normalement, ces consultations de suivi, d'accompagnement, d'annonce devraient être assurées par les centres et les équipes qui prennent en charge les patients. Donc l'idée, c'est plutôt que... pardon ? S'il y a des psychologues. Absolument. Non, mais absolument. Et c'est pour ça, c'est l'intervention de la filière Brain Team. C'est à la fois de la coordination entre les psychologues, des programmes de formation, et puis c'est ce que j'appelais intervenir en subsidiarité. Quand il y a une situation difficile de quelqu'un qui n'a pas une ressource locale en termes de psychologue qui permet de faire le travail qui devrait être fait localement, c'est là que la filière intervient pour des situations ponctuelles quand il n'y a pas d'autre solution. Mais quand on voit le nombre de patients et le nombre d'annonces diagnostiques qui sont faites au niveau de la filière, si jamais tous ces patients leur sont référés, c'est une équipe de 10 personnes à plein temps qu'il faudrait. Alors, donc, oui, c'est pour ça toujours s'assurer de où ils ont été pris en charge, est-ce qu'il y a un psychologue sur place, etc. Mais en fait, l'idée, c'est pas de se substituer, de proposer une prise en charge clinique, c'est ce qu'on disait, c'est qu'elle réponde à des situations d'urgence. Donc, quand Juliette disait vous accompagnez des familles, elle n'accompagne pas des familles, elles vont débloquer des situations complexes ponctuellement, on va dire en aigu et pas du tout en chronique. Et par contre, si vous êtes en difficulté, vous pouvez rejoindre le groupe de régulation qu'elles ont présenté tout à l'heure. Elles pourront éventuellement vous donner des clés, vous participez à ce groupe et vous pouvez éventuellement avoir un soutien avec vos pairs et puis et Claire-Cécile et Anne-Laure. Et puis éventuellement, effectivement, réorienter si c'est vraiment une situation complexe. Elles peuvent ponctuellement comme ça accompagner des familles aussi, quoi. Oui, mais on va quand même relativiser. D'abord, tout le monde n'a pas besoin d'une reprise d'annonce. Si déjà ils viennent jusqu'à vous et que vous ressentez un besoin, c'est déjà de nombreuses étapes qui sont avant que ça arrive jusqu'à nous. Donc, je ne suis pas non plus d'expérience trop inquiète sur ce côté d'être totalement submergée. Et puis, ce qui est vrai aussi, c'est que là, on l'a vu déjà parmi les familles qui nous ont appelés, il y a quand même cette question de la rareté des ressources auxquelles elles sont
confrontés. Et ce sont souvent des familles qui nous ont appelés, qui viennent de régions, voire souvent d'outre-mer aussi, pour lesquelles il n'y a pas de ressources clairement identifiées. Et notre rôle, c'est aussi de pouvoir contribuer à répandre les informations et à trouver les ressources. Oui, moi je voudrais, juste pour rebondir un petit peu là-dessus, effectivement, les ressources en psychologue sont étonnamment, mais très très rares. Quoi, je veux dire, vous parlez d'outre-mer. Mon mari et moi été suivis à la Pitié-Salpêtrière, qui voit quand même beaucoup de gens. Il a fallu 3 ans. Il n'est pas outre-mer. Il a fallu 3 ans, donc un certain nombre de rendez-vous pour que, et je suis venue avec ma fille, pour que finalement je puisse obtenir un rendez-vous avec la psychologue de la Pitié, qui m'a dit effectivement mon poste est en danger, je ne fais pas d'actes médicaux, donc je ne rapporte rien à l'hôpital, donc mon poste est en danger. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait, à côté de ce soutien, en particulier dans des maladies comme l'AMS où il n'y a pas de traitement, au moins qu'il y ait un traitement psychologique, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait plus de psychologues dans les hôpitaux? Voilà. Ça, c'est une bonne question. Je vais prendre ma casquette de chef de service et de chef de pôle. Il y a une chose qui peut aider là-dedans, à condition d'être avec une direction qui est d'accord pour un certain dialogue et de ce qu'on appelle une contractualisation, c'est qu'un psychologue, ça peut rapporter énormément d'argent à l'hôpital. À une condition, c'est qu'on utilise ce qu'on appelle la circulaire frontière. C'est la circulaire frontière, c'est ce qui permet de requalifier une consultation. Donc aujourd'hui, une consultation pour un neurologue, quand on vient voir un médecin de mon service, c'est 41 €. Imaginez la consultation de 3/4 d'heure, l'annonce, ces choses-là. C'est voilà. Si c'est moi, c'est 69 € parce que je suis professeur d'université. Je fais strictement rien de plus ou de moins que les collègues, mais il y a un petit bonus pour le professeur d'université. Si jamais, avec ma consultation, j'ai par exemple dans le rendu du résultat, j'ai une conseillère en génétique, et qu'après le résultat, on propose de rencontrer une psychologue, eh bien, au lieu de 41 €, c'est 500 € que touche l'hôpital. Oui, c'est un hôpital de jour. Parce que ça qualifie, même si la personne, le rendez-vous avec le médecin et la conseillère en génétique a duré une demi-heure et que la psychologue voit pendant une demi-heure, 3 intervenants, hôpital de jour, on est dans une tarification qui n'a rien à voir. Je viens d'obtenir sur cet argumentaire, alors que je le demandais depuis 5 ans sur les budgets des centres de référence, je payais ma psychologue sur de l'argent que je dégageais des projets de recherche. Donc je n'arrivais pas à avoir de temps de psychologue sur le fonctionnement, le soin. Et ce qu'on a obtenu, c'est là de contractualiser en disant je vais transformer toute une série de mes consultations en hôpitaux de jour. Et j'ai pu obtenir, grâce à ça, un mi-temps d'assistante sociale, 20% de psychologue, 20% de diététicienne, 30% de kiné et 30% d'un nouveau métier qui me semblait intéressant que je vais tester, c'est les APA, c'est les enseignants en activité physique adaptée. Je n'ai pas encore, moi, l'expérience personnelle de travailler avec eux, mais le dialogue que j'ai eu avec ma direction, c'est que je m'engage à transformer, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une évaluation, ils vont me laisser 1 an pour me caler, et puis ils vont faire une évaluation médico-financière, et il faudra que je montre que le nombre de consultations que j'ai transformées en hôpital de jour, non seulement couvre le salaire des personnes qui sont là, mais couvre aussi les frais de fonctionnement des directions qui vont éditer les fiches de salaire et payer la DRH et payer ci et payer ça. Globalement, il faut que je montre que je leur rapporte en bénéfice entre 2 et 3 fois le salaire des personnes que j'ai embauchées. Mais voilà un point qu'on peut avoir pour obtenir des psychologues. Oui, enfin Christophe, moi j'ai fait ça quand je suis arrivée dans le service, donc j'ai monté de 600% l'activité d'hôpital de jour, j'ai effectivement obtenu un minimum de personnel pour faire ça, mais depuis, tout ça est parti. Et pour les maladies rares, encore plus. C'est-à-dire que l'AP, aujourd'hui, ces 600% d'activité qu'elle a en plus, elle les garde pour elle, et surtout, on dépense le moins. Et surtout, on donne des statuts à nos psychologues ou neuropsychologues qui sont toutes à des bacs plus 5, voire plus 7, qui sont même pas le niveau d'une aide-soignante aujourd'hui, parce que je rappelle que les autres salaires ont été révalorisés. Donc aujourd'hui, on ne garde personne. Et quand on garde des gens, ce sont des gens qui ont fini par passer le fameux concours pour être statutaires.
et ce concours, il y a une personne tous les 10 ans, c'est pas possible à la paix de faire ce que tu as fait, Christophe. Je l'ai fait il y a 5 ans et tout a été supprimé. C'est-à-dire au fur et à mesure que les gens partaient, ils n'ont pas renouvelé les postes. Et on est face à la toute-puissance des directeurs généraux de CHU dont je parlais. Par exemple, le mode de financement. Moi, j'obtenais plein de choses, effectivement, jusqu'à présent, en mettant mes contre-recherches. J'ai un nouveau directeur général adjoint qui est arrivé il y a 1 mois, qui a fait l'intérim à la Maison de la Recherche d'Angers, et il a découvert que j'avais eu pour les maladies rares, sur tous les projets de recherche que l'on faisait, étant donné que les médecins étaient payés par la MIG maladies rares, qui en plus, ils faisaient de la recherche intriquée à des hôpitaux de jour, donc l'activité médicale était très bien payée. Donc quand dans des essais cliniques, on avait du temps médical, on me le mettait sur un compte et je pouvais l'utiliser pour recruter un psychologue, pour recruter des personnes. Et bien, il y a un nouveau directeur général qui m'a envoyé un mail vendredi dernier en disant « Je ne vois absolument pas pourquoi votre service serait privilégié. Cette clause ne tient plus. Elle est donc caduque à ce jour. » Je rappelle que ça a été supprimé à l'assistance publique depuis 3 ans. Voilà. Et donc, il a trouvé, c'est un cost killer. Ils viennent chercher où est-ce qu'on peut gratter un petit peu d'argent. Et donc là, j'ai appris vendredi. Donc, je vais essayer de me battre comme un beau diable, mais c'est extrêmement, extrêmement compliqué. On est en permanence dans ce genre de discussion. Hein. C'est ça notre vie quand on dirige des équipes. Oui, alors pour construire, c'est facile à dire, mais je reste persuadée que ce qu'on a initié à nos 3 associations, c'est-à-dire avoir la possibilité de joindre des psychologues une demi-journée par semaine. Elles sont complètement débordées. Elles ont au moins 14 appels par après-midi. Donc 14 appels, ce n'est pas possible. Donc elles dispatchent dans la semaine, selon la fatigue des gens, selon leurs possibilités, etc. C'est nous qui finançons, ok. Mais je pense que ce genre de par groupe de pathologies, de maladies, c'est quand même bien. Il faudrait que les associations se fédèrent parce qu'effectivement, sur le terrain, que ce soit en psycho-libéral ou en psycho des CHU, c'est compliqué. Et ces 2 psychologues, elles travaillent avec les psychologues des CHU et elles font ce travail, puis avec vous. Et maintenant, c'est ça qui est bien. Et elles font ce travail de répertorier sur place, parfois le téléphone au médecin traitant, parfois elles cherchent les CMP, etc. Et je pense que dans l'état actuel des choses, c'est peut-être ce que nous, on peut essayer de mettre plus en place en parallèle, effectivement, des actions qui viennent, entre guillemets, d'en haut, sachant aussi que les CHU sont loin des gens, c'est-à-dire que les gens, c'est pas 50 km, et quand il y a 1, 2 ou 3 malades par famille, les gens ne bougent pas. Donc ce sont un suivi, un soutien, on n'est pas dans la psychanalyse ou je sais pas quoi, à distance. Et comme vous en avez déjà discuté avec Marie-Christine et Martine, parfois c'est 15 fois, ça dépend de ce qui se passe. Parce que nous, association, pour revenir à nous, il est vrai qu'on est interpellé dans un tas de situations. Alors les gens au début ils disent ça ne va plus entre mon mari et moi, ou ma fille ou mon fils à table, il a tout envoyé balader, il a 13 ans, il a dit tout ça c'est à cause de vous, il devient violent parce qu'il nous en veut, etc., etc. Je ne sais pas comment réagir, mon mari est mutique, etc. Et au bout de quelques minutes, on assiste à quoi? Les gens racontent leur vie perso, intime. Donc, nous, on n'a pas à rentrer là-dedans du tout. Il faut se détacher de ça, mais à savoir vers qui orienter les gens. On ne peut pas rentrer, mon mari ne me parle plus, il travaille plus, etc. Puis, au bout d'un moment, ça va loin. Et nous, là-dedans, et puis vous avez un enfant, etc. Non, il faut qu'on apprenne tout ça, donc rôle d'écoutant, et ensuite qu'on puisse renvoyer vers d'autres personnes et travailler en complémentarité. Ça, c'est le top, y compris avec les psychologues des CHU quand il y en a. Un petit mot aussi pour conclure, il faut savoir que pour les directions d'hôpital, n'apprécient pas beaucoup d'une manière générale les psychologues parce que c'est un corps de métier compliqué à gérer pour eux pour des raisons statutaires, ce qui est difficile dans c'est difficile dans les services. Bon, je mettrai de temps en temps, moi, un peu la balle au centre entre le fonctionnement de certains collèges de psycho et des directions. C'est compliqué pour eux. Pourquoi? Parce que c'est du personnel non médical et c'est le seul personnel non médical qui n'est pas géré par les directions des soins et par l'encadrement. Et donc, pour des directions d'hôpital, les psychologues sont des personnels compliqués à gérer, qui relèvent directement du directeur des ressources humaines. Et vous imaginez que le directeur des ressources humaines d'un hôpital gérer les psychologues, c'est à peu près comme
un canard qui trouve une boîte de maïs et qui voilà, va pas savoir qu'en faire. Moi, j'ai résolu la situation dans mon service parce que j'ai utilisé pour une fois la loi HPST que je critiquais énormément parce que c'est elle qui a donné la toute-puissance au directeur d'hôpitaux. Mais elle a prévu une chose, c'est que tout le personnel d'un pôle hospitalier, quel qu'il soit, est sous l'autorité du chef de pôle. Et que le chef de pôle a la possibilité, dans le cadre du contrat de pôle, de déléguer cette autorité comme il le souhaite. Et donc moi, dans mon service, ça se passe très bien, parce que, voilà, mais parce qu'aussi on est neurologue et qu'on a une connaissance. Moi, j'ai été interne en psychiatrie dans ma formation. J'ai travaillé depuis toujours avec des psychologues. J'ai dans mon service une unité de neuropsychologie avec les 2 profs de la fac de psycho d'Angers qui ont formé tous les psychologues de la région, ont été leurs élèves. Donc c'est vrai qu'on a cette facilité-là. Mais il faut comprendre, quand on parle de psychologues dans les hôpitaux, que parfois c'est compliqué. Et puis je voulais revenir sur un autre mot qui a été prononcé sur tout ce qui est la question de l'accompagnement de fin de vie et les questions que cela peut poser, pour dire qu'un projet, alors là, ce n'est pas au nom de Brain Team encore. Si ce projet arrive à se développer, j'impliquerai Brain Team dedans. Mais actuellement, il y a une campagne de relabellisation de toute une série de structures de soins de suite. Actuellement, les soins de suite en France ont toute leur labellisation avec une nouvelle circulaire qui est sortie et qui permet de redéfinir un peu les périmètres. J'ai fait la demande sur Angers d'avoir une unité de soins de suite spécialisés dans les soins palliatifs des maladies neurodégénératives du sujet jeune. Et cette demande, il nous avait promis une réponse pour septembre 2021. On n'a toujours pas la réponse à cette demande. Je ne sais pas du tout si elle sera acceptée par mon agence régionale de santé. Mais si c'est le cas, c'est vraiment un projet que je pense extrêmement intéressant, que l'on a construit autour des maladies de Brain Team, et également j'avais associé à cela la SLA qui pose aussi ces problématiques-là de manière assez aiguë. Donc voilà, donc si jamais ce projet était accepté, c'est sûr que je chercherais à impliquer Brain Team dedans et puis de voir si là aussi ça pourrait servir de projet pilote pour des structures comparables qui pourraient se développer. C'est ce qui nous est arrivé avec Prior, hein. On a créé avec le professeur Bonneau, tous les deux, Prior Maladies Rares, il y a maintenant pas loin de 20 ans. C'est devenu, toutes les équipes relais handicap rares en France sont issues de ce projet pilote. En parlant de ça, nous, sur la Bretagne, on est, on va dire, bien équipés. On a un réseau qui s'appelle La Brise, qui a été monté par 2 professeurs. Donc, on a une antenne sur Brest, il y a une antenne sur Rennes, une sur Vannes et une sur Lorient. En fait, c'est une structure d'accompagnement des soins palliatifs infantiles. Et donc, cette structure, elle nous accompagne à partir du moment où l'enfant rentre dans le cadre du soin palliatif. Mais il prend en compte tout. Et c'est vrai que cette structure-là, elle fonctionne super bien. Ils sont, je sais pas, 4 ou 5 médecins, je pense, de mémoire. Psychologue, il y a une infirmière coordinatrice qui est vraiment le lien pour les familles, qui est vraiment très très intéressant. Et voilà. Donc c'est pas une grosse équipe, mais c'est une équipe qui fonctionne super bien avec 4 antennes. Des patients atteints de maladies neurodégénératives, mais on sent qu'on les fait complètement sortir de leur zone de confort, d'expertise, d'habitude. Et c'est là où vraiment, moi, je souhaiterais créer une structure pilote qui ensuite puisse servir de structure ressource pour d'autres équipes en France. C'est un cheminement qu'on a fait chez l'enfant, parce qu'effectivement, on n'avait que des soins palliatifs pour les enfants avant la cancéro, et on a complètement fait basculer les soins palliatifs parce qu'ils se sont rendus compte que finalement la neurologie en avait beaucoup plus. Et le problème, c'est que nous, nos soins palliatifs, ils sont pour un long temps.
C'était une prise en charge pour un long temps. Et donc, ça a complètement changé et on a obligé tous les soins palliatifs à se restructurer et à se reformer pour ce genre de choses. Donc, au début, on a créé des structures un peu indépendantes, mais on s'est rendu compte que si on voulait être efficace sur le territoire, il fallait quand même pas trop les séparer parce que les ressources humaines, on n'en a pas tant que ça. Et que du coup, on les a plutôt associés et on a associé aux grandes structures de soins palliatifs de l'enfant maintenant des gens qui sont capables de prendre en charge les pathologies neurologiques. Et je pense que chez l'adulte, il faut aussi que vous fassiez ce chemin en sachant que c'est 10 fois plus de patients. Hein. Moi, je voulais juste dire un dernier point sur l'approche que vous avez qui est très intéressante. Mais nous, du côté des enfants, on a malheureusement des enfants qui décèdent dans un temps qui est parfois extrêmement court, avec des maladies ou parfois très longs, ça est très variable. Mais surtout, on a des parents qui se retrouvent complètement isolés parce que l'enfant est décédé. Donc quand on est décédé, tous les aides qu'on a habituelles, d'abord financières, on les a plus, mais deuxièmement aussi les aides du fait qu'on va à l'hôpital, du fait qu'on avait des gens qui venaient nous voir et nous encadrer. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était important d'avoir des groupes de parole où un certain nombre de ces familles restent quand même dans des structures associatives parce qu'ils veulent continuer à se battre pour la maladie. Donc après le temps de deuil, il y a souvent cette espèce de temps où ils ont besoin d'échanger, d'expliquer. Et je pense que ce temps de parole de parents qui ont eux-mêmes perdu des enfants ou de parents, bien sûr, pour des adultes jeunes, est très important et très riche pour se reconstruire. Et c'est vrai que nous, on essaye de le faire au niveau de l'hôpital, en leur disant de venir nous revoir, etc. Et il y en a qui font le chemin, mais passer l'hôpital, quand on a eu un enfant qui est venu parce qu'il était là pour être soigné, c'est très difficile pour eux, surtout avec du personnel qui demande pour la première chose, et votre enfant, il est où ? Parce qu'un parent, il arrive toujours avec des enfants. On a beau écrire que l'enfant est décédé et que les parents viennent nous voir pour discuter avec nous. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce serait bien d'avoir peut-être un module qui soit... Bien sûr, il y a celui où on prépare la fin de vie, mais après, il y a aussi celui pour se reconstruire. Et ça, c'est important. Et ça permet aussi aux associations de garder aussi des gens qui veulent continuer à se battre contre la maladie, au-delà de leur propre vécu, mais pour aussi défendre pas que la partie recherche. C'est aussi la partie on accompagne, parce qu'on l'a vécu, et ça aide. J'ai à ma droite quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans ce domaine et je pense qu'il faut... cette partie, donc se reconstruire dans l'après ou conserver des liens dans l'après, je pense que ça rentre tout à fait aussi, nous, dans ce dans quoi nous pouvons contribuer au sein de Brain Team, que ce soit quelque chose qu'on peut imaginer au sein de la formation aidant ou dans le cadre d'un groupe spécifique pour des personnes endeuillées qu'on peut tout à fait monter, effectivement, qui peut être polypathologie au plan national en distanciel, qu'on peut animer. Ça, c'est une proposition. Oui, c'est une proposition très intéressante qu'on va essayer de mettre en place. Est-ce que vous avez d'autres questions ? On va peut-être prendre une dernière question avant d'aller se diriger vers le buffet. Je ne sais pas si elle est légitime après tout ce qu'on a dit, mais aussi un groupe pour des psychologues qui pour les former. Ça, c'est fait. C'est en cours. Avec des thématiques. C'est en cours. C'est en cours. C'est pas encore en place, mais c'est en cours. Ah d'accord, c'est pas encore en place. Non, mais c'est dans les tiroirs. Parce que, comme on l'a dit, ça peut être compliqué de mobiliser les psychologues, surtout que la population des psychologues est hétérogène. Elle est hétérogène à la fois entre les psychologues hospitaliers et les psychologues libéraux, en termes de formation, en termes de beaucoup de choses. Donc pour nous, pour pouvoir déjà cibler les psychologues des centres ressources ou des centres experts, c'est relativement simple, pas toujours, puisque comme on l'a dit, il y a du turnover, c'est compliqué entre les vacataires, les contractuels, etc. Voilà, ce sont souvent des 20%, des 30%. Mais bon, ça encore, on peut les identifier. Après, ce qui est plus compliqué, c'est, on l'a vu, il peut y avoir, on l'a vu dans certaines pathologies, des psychologues qui sont libérales, mais qui sont très experts dans leur champ. Et c'est aussi ces gens-là qu'il faut qu'on puisse contacter et mobiliser. Hein. Donc voilà, donc on est en cours de dégrossissage. Et voilà.